Il est 7h59 lorsqu'un homme, brusquement tiré de son sommeil, se retrouve confronté à une force mystérieuse et irrésistible. Tandis qu'il tente de comprendre ce qui se passe, une gigantesque colonne d'eau, haute de 30 mètres, fonce déjà en direction de sa ville natale. En moins de 20 minutes, une immense vague dévastatrice emportera bâtiments, arbres et véhicules, coûtant la vie à la majorité de ses proches et de ses amis. Ce scénario peut, hélas, survenir à tout moment. Le 26 décembre 2004, des milliers de touristes venus d'Europe et d'Amérique savourent les plaisirs des plages tropicales de Thaïlande, du Sri Lanka et d'Indonésie, lorsqu'un séisme sous-marin d'une magnitude exceptionnelle de 9,3 frappe au large de la côte ouest de Sumatra. Ce tremblement de terre, le plus puissant jamais enregistré en Asie, déclenche l'un des tsunamis les plus destructeurs de l'histoire, connu sous le nom de tsunami du lendemain de Noël. En quelques heures seulement, 230 000 vies seront fauchées. La ville de Banda Aceh, située sur l'île de Sumatra en Indonésie et peuplée de 260 000 habitants, se trouve au plus près de l'épicentre. Moins de 30 minutes après la secousse, d'énormes vagues, atteignant la hauteur d'un immeuble de 10 étages, déferlent sur la ville. Plus de 60 000 personnes périssent sur le champ, et les destructions sont si catastrophiques que presque personne ne survit dans la trajectoire des flots. Ensuite, le tsunami s'abat sur la Thaïlande. Les vagues, traversant l'océan Indien à la vitesse fulgurante de 800 km/h, atteignent les côtes de Phang Nga et de Phuket environ 90 minutes après le séisme. Malgré ce laps de temps considérable, ni les habitants ni les touristes ne sont préparés. Nombreux sont ceux qui, intrigués par le recul inhabituel de la mer, s'avancent sur la plage pour observer le phénomène avant d'être submergés par une muraille d'eau. Ce jour-là, près de 5400 personnes, dont 2000 touristes étrangers, perdront la vie en Thaïlande. 1 heure après avoir frappé la Thaïlande, le tsunami atteint le sud-est de l'Inde, près de Chennai. Des vagues chargées de débris s'enfoncent sur plusieurs kilomètres dans les terres, emportant plus de 10 000 vies. Au Sri Lanka, la situation est encore plus dramatique. Plus de 30 000 personnes succombent, tandis que des centaines de milliers d'autres se retrouvent sans abri. La puissance exceptionnelle du tsunami se manifeste même à une distance considérable. 8 heures après le séisme, il fait ses dernières victimes en Afrique du Sud, à 8000 km de l'épicentre. Là-bas, des vagues imprévisibles prennent les nageurs au dépourvu. Les travailleurs du Centre national d'alerte au tsunami attribuent de l'ampleur de cette destruction à l'extraordinaire puissance du séisme. Celui-ci est issu d'une faille de subduction, où des plaques océaniques denses glissent sous des plaques continentales plus légères. Ces failles, parmi les plus vastes du globe, se situent sous les océans. Le tremblement de terre de 2004 a fracturé une étendue de 1500 km entre les plaques indiennes et australiennes, à une profondeur de 50 km sous le fond marin. En outre, au lieu de se limiter à une secousse brève, le séisme a duré 10 minutes, libérant une énergie colossale. Pendant ce laps de temps, d'immenses portions du plancher océanique se sont élevées de 40 mètres, un mouvement d'une ampleur prodigieuse. Ce déplacement soudain a généré des vagues gigantesques qui se sont propagées à travers l'océan, semblables aux cercles formés par un galet lancé dans l'eau. Toutefois, les vagues de tsunami n'ont rien de comparable à celles dont raffolent les surfeurs. Ces vagues ressemblent plutôt à une rivière tumultueuse en crue, submergeant tout sur son passage. Être pris dans ces eaux déchaînées rend presque toute chance de survie illusoire. Si les courants ne vous entraînent pas sous la surface, les débris emportés par les flots le feront. Cela explique pourquoi, lors des séismes, les blessés sont nombreux et les pertes humaines relativement moindres. À l'inverse, les tsunamis causent bien plus de morts que de blessés, car survivre à une telle catastrophe est extrêmement difficile. Les tsunamis dévastateurs comme celui de 2004 sont rares, ce qui explique pourquoi l'Inde et le Sri Lanka ne connaissaient pas de précédents similaires. Ce manque d'expérience, associé à l'absence de système d'alerte, a rendu les conséquences encore plus dramatiques. Les populations, éloignées de l'épicentre, n'ont pas ressenti le séisme. Privées de signes avant-coureurs, d'alerte officielle ou de mémoire historique, elles ont été prises au dépourvu lorsque les vagues ont ravagé ces zones côtières densément peuplées. L'océan Pacifique, le plus vaste de la planète, est le théâtre principal des séismes et des tsunamis. Des raz de marée localement destructeurs frappent cette région environ tous les 1 à 2 ans. En effet, 76% des tsunamis meurtriers enregistrés se sont produits ici. Par ailleurs, 99% des victimes de tsunamis sont liées à des événements locaux ou régionaux.
qui surviennent plus fréquemment et touchent les zones côtières avec une rapidité redoutable. Une question demeure toutefois, un tsunami aussi dévastateur que celui du 26 décembre pourrait-il se reproduire? La réponse est malheureusement complexe. Un système d'alerte a été mis en place dans l'océan Indien pour prévenir les nations côtières des tsunamis potentiels. Cependant, le comportement humain reste un obstacle majeur. Cela a été illustré lors d'un test grandeur nature en 2012, lorsque de nombreux habitants de Banda Aceh, en Indonésie, ont ignoré les tours d'évacuation malgré une alerte au tsunami. Il semble que l'expérience ne suffise pas toujours à ancrer les bonnes réactions. Le réseau d'alerte de l'océan Indien repose sur des capteurs de pression sous-marins situés près des failles tectoniques. Ces capteurs enregistrent les variations et transmettent les données à des bouées de surface, qui relayent ensuite ces informations par satellite vers des centres de contrôle terrestres. Les autorités analysent les données et décident si des alertes doivent être émises ou s'il faut prononcer l'évacuation. Aceh, situé sur l'une des failles les plus actives du monde, a adopté des mesures de sécurité supplémentaires. Des sirènes ont été installées dans les villes côtières, les habitants reçoivent des alertes sur leur téléphone et des tours d'évacuation en béton armé, capables d'abriter 500 personnes, servent de zones sécurisées spécialement conçues pour les situations d'urgence. Pour évaluer la préparation des populations, les autorités ont organisé un exercice d'évacuation en 2009. 18 pays de l'océan Indien ont participé à cette simulation d'un puissant séisme, mobilisant des milliers de communautés côtières, et les responsables ont conclu à la réussite de cet exercice. Le premier véritable test du système est survenu en avril 2012, lorsqu'un séisme sous-marin de magnitude 8,6 à l'ouest d'Aceh a déclenché des alertes au tsunami. Bien qu'aucune vague significative ne se soit formée, cet événement a mis en lumière des lacunes majeures. De nombreux habitants ont négligé les tours d'évacuation et choisi de fuir en voiture ou à moto, provoquant d'immenses embouteillages dans la ville. Cela a laissé certaines personnes coincées dans des zones à haut risque en cas de tsunami. La situation était chaotique, au point que certains ont même pris la décision de retourner sur la plage à la recherche de signes d'un tsunami. Une très grave erreur. Il reste donc encore beaucoup à faire pour améliorer les chances de survie face au tsunami. Ce qui est essentiel cependant, c'est d'en reconnaître les signes avant-coureurs. Cela commence par de violentes secousses terrestres. De puissants séismes dans les zones côtières peuvent déclencher des tsunamis. Si vous constatez que l'eau de la plage se retire à une vitesse inquiétante, exposant le fond marin, les récifs et des poissons échoués, partez immédiatement. Des sons inhabituels provenant de l'océan peuvent aussi constituer un avertissement. Un bruit fort et rugissant, comparable à celui d'un train ou d'un moteur à réaction, peut aussi signaler l'arrivée d'un tsunami. Si vous remarquez l'un de ces signes, il est crucial de ne pas attendre les ordres officiels d'évacuation. Quittez immédiatement les zones basses et dirigez-vous vers des terrains plus élevés. Si vous êtes à la maison, assurez-vous que tous les membres de votre famille soient informés de la situation et suivez les consignes des autorités. Gardez également à l'esprit que les tsunamis d'origine locale peuvent frapper en quelques minutes, ce qui exige une réaction rapide. Pour un tsunami plus lointain, il est possible d'avoir davantage de temps pour évacuer. Si vous ne pouvez pas vous éloigner suffisamment, trouvez refuge dans des bâtiments élevés en béton armé. Évitez les petites constructions ou les habitations situées dans des zones basses, où les risques sont accrus. Si vous êtes en mer, restez au large, car les tsunamis sont moins dangereux en eau profonde. Il est donc essentiel d'éviter de revenir au port lorsqu'une alerte au tsunami est en cours. Si vous êtes déjà au port, consultez les autorités portuaires pour obtenir des consignes. Et si vous avez la possibilité de vous diriger vers des eaux profondes, faites-le calmement. Pour les propriétaires de petites embarcations, il peut être préférable de quitter le bateau et de chercher refuge en hauteur. Et, par-dessus tout, privilégiez votre sécurité en gagnant un terrain plus élevé plutôt que de sauver vos biens. Pour les habitants des zones côtières, certaines précautions peuvent être prises à l'avance pour protéger vos biens. Étant donné que la majorité des vagues de tsunami mesurent moins de 3 mètres, vous pourriez envisager de surélever votre maison afin de limiter les dégâts. Vous pouvez également consulter un ingénieur afin d'en évaluer la solidité et de la renforcer si nécessaire. Enfin, n'oubliez pas de sécuriser les dépendances et d'installer des clôtures qui permettront aux animaux de se réfugier en hauteur.